Alors que le président Trump s'efforce de calmer le jeu et d'empêcher que le conflit ne s'enflamme, il semble que la situation est déjà dégénérée. Peut-être dans le détroit de Bab el-Mandeb, en mer Rouge, où les Houthis affirment qu'ils vont se joindre au combat. Le Hezbollah tente de se battre au Liban contre Israël. Israël et l'Iran échangent des tirs, et Trump essaye de garder le contrôle de tout ça, car il dit que nous sommes tout près d'un accord. Selon lui, on en est aux dernières étapes pour y parvenir. Mais notre invité du jour, de retour parmi nous après un certain temps, c'est Matthew O, et lui affirme qu'il n'y aura pas d'accord. Alors, ne vous laissez pas tromper par ce qu'on voit se passer en ce moment. Il y a beaucoup de choses qu'on va aborder dans cet épisode, mais Matt a publié quelque chose sur son Substack, et on va en parler, parce que ça donne vraiment une autre perspective à tout ça. Le titre, c'est « Attends, où est-ce que c'est passé ?» Gary, tu peux faire défiler un peu plus, s'il te plaît? Les gens devraient le savoir. « When they're conquered ». Et les sous-titres, c'est « Why the resistance won't end » et « Why there won't be a deal ». Matthew, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Enfin, pardon, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Je rappelle que tu es Senior Fellow au Eisenhower Media Network. Matthew O. Excuse-moi de ne pas l'avoir précisé pour tout le monde. Mais Matt, bienvenue à nouveau dans l'émission avant tout. Salut Daniel, ça fait plaisir de te voir. Merci de m'avoir invité à nouveau. Écoute, quand j'ai vu cette partie sur Substack, je me suis dit qu'avec tout ce qui s'est passé ces 12 dernières heures à peu près, c'était vraiment percutant. Et avant même de parler de ce que Trump a dit ou de ce qui s'est passé ces dernières heures ce matin, quelle était l'idée principale de cet article? Et qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu dis que les gens doivent savoir quand ils sont vaincus? Eh bien, cette citation vient du film Gladiator. Au tout début du film, le personnage de Russell Crowe, le général romain Maximus, a ses légions en ordre de bataille, prêtes à affronter les barbares en Germanie. L'un de ses lieutenants se tourne vers lui et dit « Un peuple devrait savoir quand il est vaincu ». Et la réponse de Russell Crowe, ou plutôt de son personnage, c'est « Et toi, Quintus? Et moi ?» C'est une scène qui résume parfaitement ce qu'on pourrait appeler l'empathie stratégique dans un cadre de divertissement hollywoodien, et elle m'est restée en tête depuis 26 ans. Je me souviens l'avoir entendue pour la première fois quand j'étais sous-lieutenant dans les marines, au cinéma de la base de Camp Hansen, à Okinawa. Et depuis, j'ai vu ce film, disons, une bonne demi-douzaine de fois, peut-être même plus. Et cette citation m'est toujours restée en tête. L'idée, c'est que, à moins d'être prêt à soumettre une population, à la déplacer de force, à commettre un génocide contre elle, à la nettoyer, on n'éteindra jamais la résistance à l'occupation. C'est quelque chose qu'on a vu encore et encore. Et aujourd'hui, ici au Moyen-Orient, on peut très bien comprendre ces mouvements de résistance, ces forces anti-américaines ou anti-israéliennes, peu importe comment on les appelle. On peut surtout les comprendre comme des mouvements organisés pour résister à l'occupation, qu'il s'agisse de la domination impériale américaine, qui prolonge bien sûr celle des Français et des Britanniques, ou, plus directement, de la domination israélienne. Je veux qu'on regarde de près chacun de ces sous-textes, parce que selon moi, les deux sont essentiels pour comprendre ce qui se passe. Mais d'abord, je vais rapidement remettre tout le monde à jour sur ce qui s'est passé ces derniers jours. D'abord, l'Iran a envoyé un message clair, à la fois aux États-Unis et à Israël. Si Israël poursuit ses attaques contre le Hezbollah au Liban, ce sera considéré comme une rupture du cessez-le-feu et comme un acte de guerre contre l'Iran lui-même. En gros, ils se considèrent comme un seul et même camp. Israël, de son côté, a ignoré cet avertissement. Ils ont continué à se battre, à frapper, même jusque dans la périphérie de Beyrouth.
Et apparemment, il y a 2 ou 3 jours, c'en était un de trop. Et donc, l'Iran a lancé des frappes de représailles contre Israël. C'était la première fois qu'il le faisait sans avoir été attaqué par Israël au préalable. Israël a ensuite répliqué aujourd'hui en frappant à son tour tôt ce matin. Puis il semble que le Yémen se soit aussi mêlé à tout ça. Et on verra bien ce qu'ils feront autour du Bab el-Mandeb. Pendant ce temps, tout cela a provoqué beaucoup d'agitation du côté du président Trump. D'abord, il demandait à l'Iran d'arrêter, de ne pas aller plus loin, de s'en tenir là et de revenir à la table des négociations. Et ensuite, il a dit à Netanyahou, « D'accord, mais au fait, tu n'as pas besoin de répondre. » Et pourtant, il l'a fait. Et puis, un peu plus tard dans la matinée, on apprend, d'après les médias israéliens, notamment le Jerusalem Post, que Netanyahou et Trump se sont parlé au téléphone avant qu'ils ne publient sur Truth Social. Les deux parties, l'Iran et Israël, chercheraient à conclure un cessez-le-feu immédiat, ce qu'il essayait évidemment de leur faire accepter. Les négociations finales sur la paix avancent, sauf si l'ignorance ou la bêtise viennent tout gâcher. Le blocus restera en place, pleinement appliqué, jusqu'à la signature d'un accord définitif. Les choses devraient aller vite. Merci de votre attention sur ce sujet. Voilà donc tout le contexte et à présent, Israël a réagi à tout cela. Benjamin Netanyahou a clairement dit d'ailleurs qu'il ne fallait pas se tromper. Si l'Iran nous attaque ou si nous sommes attaqués par le Hezbollah, nous allons riposter. En face, les Iraniens ont dit la même chose. Là, c'est ce passage. Le corps des gardiens de la révolution islamique a présenté son opération comme une réponse aux actions d'Israël au Liban et a menacé de reprendre les attaques si les agressions et les actes hostiles continuaient. Donc, on a en quelque sorte un cessez-le-feu fragile à l'intérieur d'un autre cessez-le-feu. Pour l'instant, ça tient, mais les deux camps, l'Iran et Israël, disent que si l'autre bouge, ils sont prêts à appuyer de nouveau sur la gâchette. Comment vous voyez la suite? Est-ce qu'on est vraiment au bord de la paix, comme Trump l'a affirmé? Non, je pense qu'on est très loin de la paix. Et je crois qu'on le restera, tant qu'il n'y aura pas un vrai bouleversement géopolitique dans la région. Que ce soit des événements qui installent un nouvel empire aux commandes, ou bien un effondrement plus rapide que prévu de l'empire américain, laissant la place à une autre puissance. On pense évidemment à la Chine, mais même dans ce scénario, même avec une accélération du calendrier, avec des événements imprévisibles, des signes noirs, on parle encore de plusieurs années avant que quelque chose comme ça se produise. Il pourrait aussi y avoir un effondrement interne en Israël, une descente vers la guerre civile. C'est d'ailleurs un risque dont les Israéliens parlent souvent. Peut-être que ça arriverait plus tôt. Mais vous savez, tant qu'on n'aura pas, en gros, mis fin à cette volonté de domination, à la fois du côté israélien et du côté américain, sur l'ensemble du Moyen-Orient. Je crois que la dernière fois, on avait parlé de la nouvelle obsession d'Israël pour la Turquie, non? Donc, tant que cette logique-là reste en place, comment voulez-vous supprimer la motivation, le carburant de ces organisations? Qu'il s'agisse des mouvements de résistance palestiniens, des groupes de résistance irakiens, du Hezbollah ou même de l'État iranien. Au fond, ils voient leur raison d'être, leur élan, comme une réponse à la domination exercée par des puissances étrangères. Et pour eux, Israël n'est pas seulement une puissance étrangère au sens géographique, mais étrangère parce qu'ils la perçoivent comme un projet colonial, venu d'Europe, porté par des gens qu'ils considèrent comme des envahisseurs. Donc, tant qu'on ne retire pas ce calcul-là, je ne vois pas comment on peut résoudre la situation. Le mieux qu'on puisse espérer, c'est une sorte de statu quo très encadré. Mais, vous savez, je pense que c'est exactement ce qu'on observe ici. Les Iraniens essayent de créer une forme de dissuasion.
d'établir un certain degré de certitude selon lequel il n'y aura aucune tolérance pour de futures actions contre les voisins d'Israël, comme on a pu le voir par le passé. Et, clairement, ce qui est important dans la déclaration iranienne d'aujourd'hui, ou d'hier, ou peu importe quand elle a été faite, c'est qu'ils considèrent le sud du Liban comme étant sous leur protection. Autrement dit, ce ne sont plus seulement les bombardements israéliens sur Beyrouth qui pourraient entraîner une réponse iranienne, mais aussi des attaques visant le Liban ou le sud du Liban. Il est important de noter qu'ils ne disent pas la même chose à propos de la Palestine. Il y a environ une semaine, les Iraniens ont publié une déclaration où ils parlaient de l'utilisation de leurs missiles balistiques et de leurs drones pour soutenir la résistance palestinienne. Mais ça semblait plutôt être une déclaration isolée, plus rhétorique que vraiment, disons, une ligne politique. Vous voyez, les Iraniens connaissent les limites de leur pouvoir. Ils avancent leurs pions vers le Liban, mais sans vraiment inclure les Palestiniens. C'est leur calcul. En quelque sorte, il faut rester réaliste sur ce qu'ils peuvent réellement accomplir. Et puis oui, l'autre option pour qu'il y ait la paix, ce serait bien sûr que Donald Trump conclue une paix séparée avec l'Iran et qu'il retire ensuite le soutien américain à Israël. Et, vous savez, c'est vraiment difficile à imaginer, même si j'ai le sentiment que dans le message que vous venez de lire de Donald Trump, quand il parle de la stupidité qui fait obstacle, j'ai l'impression qu'il fait référence à Benjamin Netanyahu. Mais vous savez, l'idée que les États-Unis, que Donald Trump dise « Bon, d'accord, plus aucun soutien à Israël. Les Israéliens se débrouillent seuls. Plus de bombes, plus de carburant, plus de munitions, plus d'argent, plus de soutien en renseignement, et ainsi de suite. » Franchement, je ne vois pas ça arriver. Donc, même l'idée d'une sorte de paix séparée entre les Américains et les Iraniens me paraît extrêmement, extrêmement improbable. Oui, et j'aimerais qu'on entre un peu dans le détail de ce que vous avez écrit, surtout sur les raisons pour lesquelles la résistance ne s'arrêtera pas. Parce que selon moi, c'est un peu le point d'équilibre sur lequel tout le reste repose. Mais laissez-moi vous montrer quelques éléments qui, même à première vue, rendent presque impossible, dans les circonstances actuelles, d'arriver à un accord. D'abord, regardez ce qu'a déclaré le conseiller militaire iranien du Guide suprême à propos de la construction de la confiance. Voilà, selon lui, un signe de renforcement de la confiance. Si Trump prend les négociations au sérieux, 24 milliards de dollars, ce n'est pas grand-chose pour l'Amérique. S'il veut parvenir à un accord avec l'Iran, ces 24 milliards représentent une épreuve de confiance que l'Iran souhaite établir avec Trump. C'est un test que l'Amérique doit réussir, et alors la voie sera ouverte. Cet argent, c'est le nôtre, pas celui de l'Amérique. Vous savez, le président Trump s'est vraiment plié en quatre, comme vous allez le voir dans un instant, depuis des années, pour expliquer à quel point le JCPOA est mauvais. L'accord d'Obama, qu'il a toujours décrit comme une voie vers la bombe. Et l'un des points qu'il répète souvent, c'est ces avions remplis d'argent liquide qui leur auraient été remis. Et là, on a la partie iranienne qui dit « D'accord, mais nous n'avons jamais eu confiance dans les États-Unis, surtout après tout ce que vous avez déjà fait pour trahir cette confiance. Entre la guerre de 2018 à 2025, le début du conflit en 2026, les négociations et tout le reste. » Ensuite, vous êtes passé à 5. Bref. Donc maintenant, on est toujours prêt à discuter avec vous, mais il va falloir établir un minimum de confiance dès le départ. Et cette fois, on va d'abord obtenir quelque chose, puis on donnera quelque chose séparément. Alors, encore une fois, comment voyez-vous cette évolution ou peut-être cette transformation du moment où l'Iran semblait prêt, aussi récemment qu'en février dernier,
à négocier, disons, sur une base équilibrée, sans rien exiger à l'avance, jusqu'à la situation actuelle. Je pense que les Iraniens savaient très bien où cette guerre allait mener. Ils avaient mis en garde contre cette guerre. Les Iraniens avaient dit que si on entrait en guerre pour la troisième fois, enfin souvenez-vous, il y a eu des échanges de tirs entre Israël et l'Iran en 2024. Puis bien sûr, ça s'est reproduit 2 fois cette même année. Et ensuite, il y a eu la guerre de 12 jours, en juin 2025. Pendant tout ce temps, l'Iran disait que ces affrontements étaient limités, temporaires, et qu'il voyait la fin des hostilités comme une conclusion. Mais ils avaient prévenu que si cela se reproduisait, cette fois ce serait une vraie guerre. Une guerre qui ne se résoudrait que par la guerre elle-même. Donc, à mon avis, les Iraniens savaient exactement ce qu'ils allaient faire. Fermer le détroit d'Ormuz, évidemment, mais aussi attaquer les États alliés des États-Unis dans toute la région, y compris leurs infrastructures énergétiques. Et ils savaient que cette guerre serait dévastatrice, tu vois, pour la région, pour le monde entier. Alors je pense que les Iraniens ont essayé de prévenir les États-Unis et Israël, de leur tendre une porte de sortie, en disant « Écoutez, on ne veut pas d'armes nucléaires, on le répète depuis longtemps. Voilà ce qu'on propose. On est prêt à diluer cet uranium enrichi, à redescendre à 3,67%. Je crois qu'en février, ils avaient même proposé un moratoire pendant un certain temps, si je me souviens bien. Mais tu sais, l'accord que les Iraniens avaient mis sur la table, tel qu'il nous a été transmis par Oman et confirmé par le conseiller britannique à la sécurité nationale dans The Guardian, eh bien, c'était un accord meilleur que tout ce que les Américains pouvaient espérer obtenir par un autre moyen. Et bien sûr, les Américains, avec les Israéliens, étaient complètement décidés à faire la guerre. Ils pensaient pouvoir provoquer un changement de régime ou déclencher une guerre civile en Iran, ou au moins le déstabiliser fortement. Ou encore, le bombarder jusqu'à, disons, le ramener à un point où il ne représenterait plus une menace pour personne. Et évidemment, ils se trompent sur toute la ligne. Donc, je pense que ce que les Iraniens proposaient à la fin du mois de février correspond à la manière dont ils ont agi ces dernières années. En cherchant une voie diplomatique, prêts à faire des concessions, même quand ils n'y sont pas obligés. Mais maintenant, vous savez, on a cessé de prévenir que si on retournait à la guerre, ce serait une guerre avec une véritable issue. Ce ne serait pas quelque chose qu'on arrêterait simplement pour revenir au statu quo. Donc je pense que vous savez, quand on entend « Daniel, combien de fois avons-nous entendu des politiciens, des commentateurs, répéter comme un vieux dicton que la guerre c'est le dernier recours, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Et bien sûr, les États-Unis ne semblent jamais vraiment le penser, mais les Iraniens. Non, la guerre est devenue aujourd'hui une option politique de premier recours. Exactement. Et je pense que pour les Iraniens, ils ont vraiment choisi la guerre comme tout dernier recours. Ils ont supporté tout ça pendant des années. Les cyberattaques, les assassinats, les sabotages, des sanctions vraiment draconiennes, une véritable guerre économique. Ils ont supporté le trésor américain qui a fait s'effondrer la monnaie iranienne l'an dernier. Ils ont supporté les Européens qui ont rétabli les sanctions du JCPOA à la fin de l'année dernière. Ils ont encaissé tout ça. Et ensuite, ils étaient prêts à négocier, prêts à, en gros, donner aux Américains ce qu'ils voulaient. Mais les Américains, avec les Israéliens, eux, voulaient une victoire. Et pour les Américains, il n'y avait pas vraiment d'objectif de victoire à atteindre. Tout ce qu'ils cherchaient, c'était le meilleur communiqué de presse possible, la meilleure petite phrase, la meilleure façon d'alimenter le récit, selon lequel Donald Trump est meilleur que Barack Obama. C'est ça que les Américains cherchaient ici.
Il ne poursuivait pas une politique précise. Il ne visait aucun objectif concret. Il n'y avait pas de véritable plan. Personne ne regardait la carte en disant « Bon, si on fait ça, si on fait A et que ça freine l'Iran à tel endroit, alors B, C, D et E vont suivre. » Non, tout ça, c'était simplement pour que Donald Trump puisse, à la fin, poster un message sur Truth Social disant « Je suis meilleur que Barack Obama ». Et on retrouve un peu la même chose avec Israël. Netanyahou agit comme il agit. Bien sûr, il y a d'autres dimensions. La poursuite du grand Israël. Des décennies de politique israélienne sur lesquelles il s'appuie. Mais une grande partie de ce que fait Israël en ce moment, c'est lié aux préoccupations politiques internes de Netanyahou. D'accord. Donc si c'était ça, l'espoir de Trump, que ce soit réaliste ou pas, c'est bien ce qu'il voulait. C'est ce qu'il espérait obtenir. Ils ont eu la guerre qu'ils voulaient, ils en rêvaient, ils ont fini par l'avoir. Et puis, ah mince, ça ne s'est pas passé comme prévu. On n'a pas eu la victoire. Maintenant, il doit essayer de trouver une autre issue. Alors, il suit cette voie, comme il l'a dit il y a seulement quelques heures. Encore une fois, on continue sur le chemin de la paix. On va quand même conclure un accord, et ainsi de suite. Mais ensuite, je vous ai montré le haut responsable du côté iranien, et il répète ce que beaucoup d'autres dirigeants iraniens ont déjà dit. Il va falloir des gestes concrets dès le départ. 24 milliards, c'est un bon début. Ce n'est que des miettes pour les États-Unis, selon lui. Et puis hier, Kristen Welker sur NBC News a posé la question au président Trump à propos de ce sujet précis. Est-ce que vous débloqueriez des avoirs iraniens ou lèveriez certaines sanctions dès le départ, dans le cadre d'un accord? Donc cela n'interviendrait après qu'ils aient remis leur matériel d'enrichissement nucléaire. Pas comme Obama. Obama, lui, volait à bord d'un Boeing 757, un avion que je connais très bien. Ils ont enlevé les sièges et ils l'ont rempli avec 1,7 milliard de dollars en liquide, pris dans les banques du Maryland, de Virginie et de Washington, D.C. Ils ont vidé les banques, ils leur ont donné 1,7 milliard en billets, puis des dizaines de milliards de dollars encore. Ils n'ont cessé de leur donner de l'argent. Et ce n'est pas mec. Ça ne marche jamais d'ailleurs. Vous allez négocier un meilleur accord. Vous regrettez de ne pas l'avoir fait pendant votre premier mandat, avant de déchirer l'accord? Non, ils n'étaient pas prêts. Non, là, c'est bien mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Aide-moi un peu. Explique-moi la logique, autant que tu peux l'identifier, s'il y en a une dans la tête de Trump, selon laquelle il reconnaît que le résultat qu'on voulait avec la guerre n'a pas eu lieu. Donc maintenant, il faut trouver la meilleure façon d'en sortir. Et là, il se dit, je ne peux pas faire en sorte qu'Obama ait l'air bien, donc je dois faire mieux que lui. Il entend ce que dit le camp iranien, il va pas le faire, mais il veut quand même un accord négocié. Tu peux m'expliquer comment tout ça tient debout? C'est, vous savez, cette idée que Donald Trump est coincé. Coincé dans une guerre qu'il ne peut pas gagner et qu'il ne peut pas perdre. Enfin, une guerre qu'il ne peut pas quitter. Il est clairement en train de la perdre. Mais oui, il y a cette idée qu'au fond, il préfère que la guerre continue. Il préfère en assumer toutes les conséquences. Il préfère provoquer toutes les conséquences imprévues qui vont en découler. Il préfère voir les États-Unis connaître 5, 6, 7% d'inflation à l'approche des élections de mi-mandat, plutôt que de laisser quelqu'un dire que Barack Obama avait obtenu un meilleur accord que lui. En fait, on voit bien de quoi il s'agit ici. Quelqu'un qui n'a d'intérêt que pour lui-même. Vous savez, au moins ses prédécesseurs, même si on peut les critiquer, ils avaient des loyautés, à des idéologies, à des institutions, ou au pouvoir même qu'ils occupaient. Et ces loyautés guidaient leurs décisions. Cet homme, lui,
n'a rien de tout ça. Et c'est pour ça qu'il est si dangereux. Mais aussi, parlons de ces... Enfin, revenons aux 24 milliards de dollars que les Iraniens réclament. C'est leur argent. Et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, sur la question de l'occupation en général. Cet argent leur a été volé. Si c'était votre argent, qu'est-ce que vous feriez? Vous y renonceriez? Vous diriez, « Oh, vous savez quoi, laissez tomber. » Vous voyez, on est encore dans une situation où les Iraniens ne vont pas lâcher l'affaire. Et pour le président Trump, le problème, c'est que s'il laisse les Iraniens récupérer leur argent, dont la majeure partie n'est même pas détenue par les États-Unis, mais par le Qatar et la Corée du Sud, eh bien, on peut imaginer comment il pourrait simplement jouer sur la communication. Il pourrait dire quelque chose comme « Vous savez quoi? Ce n'est pas nous qui leur avons rendu l'argent, ce sont les Sud-Coréens. » Ou encore « Allez vous plaindre à Al-Thani au Qatar parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. » Vous voyez ce que je veux dire. Mais là, il est complètement acculé. Il s'est vraiment enfermé dans son propre récit, sa propre manière, tu vois, d'utiliser l'Iran à des fins politiques depuis des décennies. Et maintenant, il ne peut plus faire marche arrière. Alors est-ce qu'on va vers plus de guerre simplement parce qu'il n'a pas la capacité personnelle de lâcher prise? Et puis de l'autre côté, il faut dire qu'il a très peu d'espace politique. Il reçoit très peu de soutien, que ce soit des républicains ou des démocrates. Je veux dire, on ne voit pas de démocrates dire « Oui, mettons fin à cette guerre, rendons-leur juste leur argent ». Non, ce qu'on voit, c'est plutôt les démocrates dire « Donald Trump est maintenant en train de négocier avec l'Iran ». Il va leur donner des milliards de dollars pour leur permettre d'acheter encore plus de missiles et de drones afin d'attaquer nos alliés, d'attaquer Israël, et ainsi de suite. Donc il n'a pas beaucoup de capital politique ici. Il a très peu de marge de manœuvre. Ce n'est pas seulement une question de ses besoins personnels, de ses propres freins, de ses déclarations et de ses actions au fil des années qui l'ont conduit à cette situation. Il est aussi enfermé dans un système politique américain qui, depuis des décennies, considère l'Iran comme le plus grand ennemi des États-Unis et qui est en plus paralysé par le lobby pro-israélien. Alors, où le président des États-Unis peut-il trouver l'espace politique pour conclure le moindre accord? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Il y a clairement des gens qui ne veulent pas d'accord. Et permettez-moi de citer l'un de vos favoris, un ami très proche à vous, Jack Keane, qui dit « Écoutez, franchement, ce n'est pas compliqué. En réalité, c'est simple. » Nous sommes ici en pleine négociation, en train d'essayer de trouver un accord. Mais ce sur quoi nous insistons, et nous avons les moyens de le faire, c'est que nous avons déjà 5 semaines d'une offensive d'une intensité exceptionnelle, et il nous en reste encore 2 pour la conclure. Nous avons le blocus naval, qui provoque une véritable détresse économique, en plus de la longue liste de mesures que le secrétaire Blinken et son équipe économique, remarquable, mettent en œuvre pour accentuer la pression sur l'Iran. Voilà nos leviers. Mais ce que nous cherchons à obtenir dans ces négociations, c'est assez simple. Nous voulons atteindre nos exigences maximales, celles que nous obtiendrions si nous avions recours à la force militaire. C'est exactement ce que nous attendons du régime. C'est simple, mec. Écoute, je comprends pas ces calculs, mais il dit qu'on en était à 5 semaines, qu'il restait seulement 2 semaines, et qu'à ce moment-là, on les aurait complètement détruits. Donc, on peut très bien y retourner et finir le boulot quand on veut. Je suis d'accord avec lui là-dessus, Danny. Mais il s'y prend à l'envers. Il a fallu 2 semaines avant que l'Iran commence à imposer une vraie supériorité en missiles et en drones sur les Américains et les Israéliens. Et ça aurait été la fin de l'histoire. Donc, je pense qu'il avait à peu près raison sur le calendrier.
Il s'est juste trompé de camp. Les définitions sont un peu à côté de la plaque, là. Mais oui, il a dit, écoutez, on pourrait reprendre et terminer ça quand on veut. Et à ce moment-là, on obtiendra tout. Mais si on parle de négociation, c'est le mot qu'il a utilisé. En réalité, il disait surtout, on veut qu'ils se rendent et qu'ils nous donnent. Il a même dit, Matt, des exigences maximalistes. En gros, tu me donnes tout et ensuite on termine. Ouais. Je n'ai jamais entendu personne utiliser le mot maximaliste de façon positive. Genre, jamais je me suis dit « mes exigences maximalistes envers ma femme, mon ex-femme », tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment, je n'ai jamais entendu ça. Et il y a une raison à ça, à mon avis. C'est parce que ça veut dire irrationnel, excessif. Enfin, tu vois le genre. Mais bon, quand t'entends ces gens parler, tu te demandes juste à quoi ils pensent en fait. Mais tu comprends. Quand t'as vécu à Washington, quand t'as bossé là-bas, tu comprends la bulle dans laquelle ces gens vivent. Tu comprends leur sentiment d'être au-dessus des autres. Tu comprends leur arrogance. Je pense que le général Jack Keane estime, à juste titre selon lui, que les États-Unis devraient être ceux qui avancent des exigences maximalistes. Et dans son esprit, il ne fait rien d'autre que ce qu'on avait demandé aux Américains et à leurs alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, à savoir la reddition sans condition. Il a ce sentiment de légitimité, de supériorité, cette forme d'arrogance. Et le fait qu'il ne semble pas prêt à reconnaître, enfin, je ne crois pas que ce soit de l'ignorance de sa part. Non, je ne pense pas. Mais quand même, c'est assez incroyable d'entendre quelqu'un parler d'exigences maximalistes avec un tel degré de... Je ne sais même pas comment le dire. Donc ça, c'est un obstacle de plus pour le président Trump dans la perspective d'un accord. Mais est-ce vraiment le cas? On vous a montré il y a 1 minute ce matin, il a répété que les négociations finales sur la paix avançaient et qu'il maintiendrait son blocus jusqu'à ce qu'un accord définitif soit conclu. Les choses devraient donc bouger assez vite. Mais à peu près au même moment, peut-être même juste avant, apparemment un dirigeant iranien a envoyé un message à un journaliste de MSNBC. Et voici ce qu'il a dit. Un responsable iranien, impliqué dans les discussions entre les États-Unis et l'Iran, m'a envoyé un message ce soir. Et il faut se rappeler qu'ici, dans la région, il est très tôt le matin. Il m'a dit qu'un accord avec le président Trump n'était plus envisageable à ce stade. Cet officiel a tenu le président Trump pour responsable de la situation actuelle au Liban et de l'escalade en cours. J'imagine que par escalade, il fait référence à la réponse iranienne, puisque la ligne rouge de Téhéran a toujours été de ne pas attaquer l'Iran. C'est donc une évolution assez intéressante, car cela signifie que l'Iran estime désormais, et je le rappelle, c'est quelqu'un lié aux négociations, qu'il n'est plus possible d'avoir un dialogue ouvert avec le président Trump, ni de conclure un accord avec lui. Quoi que pense le président Trump? Du côté iranien, on dit d'abord, je vous ai montré le conseiller militaire qui a expliqué, en gros, tant qu'on n'a pas reçu d'argent, non merci, on en reparlera plus tard. Et maintenant, ils affirment qu'il n'y a aucune base pour tout ça. Et puis là, c'est Netanyahou, il a parlé il y a à peine 1 heure, c'est tout récent. Il a déclaré que si l'Iran commet une erreur et reprend ses attaques contre nous, nous répondrons avec force parce qu'Israël a le droit de se défendre et nous ferons respecter ce droit. Et tout ça, encore une fois, me ramène à ce qu'on disait au début de l'émission, à ton post sur Substack. Il n'y aura pas d'accord. Alors Matt, où est-ce qu'on va à partir de là? Je pense qu'on a juste un cessez-le-feu brûlant qui continue. Vous savez, cet échange de tirs 1 fois par semaine. La semaine dernière encore, il y a eu un échange de tirs. Des drones américains abattus, des vedettes iraniennes touchées, et puis un volume de feu plus important,
Le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn a été frappé, le camp Arif Jan et l'aéroport international du Koweït aussi. À chaque fois, les missiles iraniens passent, même si le commandement central affirme qu'ils ont tout intercepté. J'imagine qu'on les a interceptés avec nos bâtiments, c'est ça? Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ces types disent encore ça, Danny. Ils savent très bien que la vidéo va sortir. Ils savent que tout de suite, il y aura un gars qui passait en scooter, qui a filmé en passant, ou bien que ça finira par venir d'une société de satellites. Donc, oui, c'est ça. Et ça renvoie à un problème plus large, celui de l'entêtement, non? De la tête de bois de l'armée américaine, du gouvernement américain. Le fait qu'ils sachent que ça va sortir et qu'ils disent quand même quelque chose qui va non seulement passer pour un mensonge, mais en plus les faire paraître idiots. C'est vrai. C'est humiliant, comme tu l'as dit. Et pourtant, ils continuent à le faire. Donc on a un système et une direction qui sont même pas capables de dire simplement « Bon, publier un communiqué disant qu'on peut confirmer que l'Iran a lancé des missiles. » Et c'est tout. Dites juste ça, ou ne dites rien. Mais pourquoi mentir, alors que dans les 24 heures, les faits vont vous contredire? Vous voyez, ça renvoie à l'état d'esprit américain, à cette même logique qui refuse de libérer les 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens. C'est impossible. Le commandement central ne peut pas admettre qu'il ait fait quelque chose qui ne soit pas un succès. Même s'ils ne disent rien, ils ne peuvent pas le dire. C'est une maladie, une pourriture. C'est une corruption à l'intérieur même de l'armée américaine. Il y a une culture du mensonge qui la traverse de part en part. Je me souviens t'avoir parlé quand tu étais au quartier général de l'ISAF, sauf les jours où tu partais en patrouille, à travers le pays, en Afghanistan, pendant 1 an. C'était en 2011, non? Tu as passé tout ce temps-là. Combien de jours à assister au briefing du matin avec le général Petraeus? Et à ton avis, combien de ces informations étaient complètement absurdes? Tu étais là, tu voyais ce qu'on présentait au général, et puis tu sortais sur le terrain avec une brigade, un bataillon ou une compagnie à Kandahar ou dans le Kunar. Oui, exactement. Et tu constatais l'exact contraire. Et d'une manière ou d'une autre, ces informations-là n'étaient jamais transmises au général Petraeus. Et ce n'était pas parce que son équipe était mal intentionnée, non. C'est parce que c'était la culture que le général Petraeus lui-même avait instaurée. Alors, comment le commandement central peut-il gagner une guerre s'ils ne sont même pas capables de publier un simple tweet sans mentir? Franchement, il faut imaginer que ça va bien au-delà de ça. Non, Matt, ce n'est pas juste les gens des relations publiques. Non, c'est tout l'état d'esprit du commandement. Oui, pas seulement un petit officier de communication qui se dit « Je fais de mon mieux, il faut toujours montrer du positif, ne jamais s'excuser. » Non, c'est toute la culture du commandement là-bas. Et je pense que c'est... Enfin, comment on sort de ça? Je ne sais pas. On a, disons, un cessez-le-feu fragile. Mais ce qui pourrait vraiment nous en sortir, c'est le fait que Donald Trump, lui, n'a de loyauté envers rien ni personne. Il ne veut que ce qui est bon pour lui-même. Alors peut-être qu'il finit par conclure un accord et dire à Israël qu'ils devront se débrouiller seuls. C'est très peu probable. Mais au moins, avec Trump, il y a une possibilité que ça arrive, alors qu'avec Joe Biden, il n'y en aurait jamais eu. Donc, voilà avec Donald Trump, il faut prendre le bon comme le mauvais. Mais cette idée d'un cessez-le-feu fragile, qui durerait jusqu'en août, puis les pressions économiques, commenceraient vraiment à se faire sentir aux États-Unis. Et si en septembre, on voit l'inflation repartir à la hausse, est-ce que cette pression économique deviendrait une pression politique suffisante pour que Donald Trump réussisse à faire reculer les républicains dans leur opposition à un accord et qu'ils finissent par agir?
Oui, enfin, j'espère quand même que ça ne prendra pas trop de temps pour trouver une solution. Mais laisse-moi te poser une question, Matt. Parce que si on s'arrêtait là, sans aller plus loin dans la discussion, il n'y aurait aucun chemin logique pour en sortir, sauf un virage complet à 180 degrés, ou au moins à 90 de la part du président Trump. Il y a bien des accords possibles, mais le voir accepter quelque chose maintenant paraît presque impossible. Mais je me demande si, au fond, ce qu'il pense a vraiment de l'importance pour résoudre cette situation. Parce que je veux revenir à ton article que tu as publié sur Substack. Le sous-titre m'a vraiment interpellé. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ce que tu y as écrit. Tu disais « Pourquoi la résistance ne prendra pas fin ?» Tu peux nous expliquer ce que tu veux dire par là. On peut peut-être commencer, je suppose, soit par l'Iran, soit par le Hezbollah. Encore une fois, on revient au titre de l'article, à cette citation tirée de Gladiator. Pardon. Les gens devraient savoir quand ils sont vaincus. Et la réponse, et toi, et moi. Je pense que c'est là le cœur de ce qu'on appelle l'empathie stratégique. Essayer de comprendre ce pourquoi ces nations se battent vraiment, ou ce pourquoi ces organisations se battent. Dans le cas de l'Iran, par exemple, c'est une question du pourquoi de leur combat, qui a une signification historique très profonde. Ça remonte au moins à 1953, quand les États-Unis et le Royaume-Uni ont renversé leur premier ministre démocratiquement élu, pour installer à sa place un dictateur meurtrier et brutal qui a dirigé un État policier tout en volant autant qu'il le pouvait au peuple iranien. Et ça dure pendant 27 ans. Et puis à la fin des années 70, il y a la révolution, une révolution populaire. Presque tout le pays semble y avoir participé. Et bien sûr, ce sont les groupes islamiques qui en sont sortis vainqueurs. Mais il faut comprendre que ce que les Iraniens ont mis en place avec la République islamique, c'est à la fois l'expression de leur volonté de souveraineté, de leur compréhension de l'impérialisme mondial, ainsi que le engagement à combattre l'impérialisme dans d'autres pays. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Iran figure depuis des décennies en haut de la liste américaine. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont renversé l'ordre américain qu'ils ont déposé le dictateur soutenu par les États-Unis. L'Iran était un partenaire stratégique clé, un vassal des États-Unis, d'une importance énorme. Il suffit de regarder une carte pour comprendre pourquoi c'était si crucial, surtout pendant la guerre froide, face à l'Union soviétique, et aussi pour contenir l'arabisme. Parce que le panarabisme représentait une menace pour l'ordre impérial américain tout au long des années 50, 60 et jusque dans les années 70. Donc vous voyez, l'idée, à la base, ce n'était pas seulement ça. C'était que les Iraniens étaient passés à l'offensive, non? Contre l'impérialisme américain, contre la domination israélienne. Les Iraniens ont envoyé des gens au Liban pour aider les Libanais à résister à l'invasion et à l'occupation israélienne. Ils ont compris que si les Américains, les Français et même les Soviétiques prenaient parti dans ces guerres à travers le Moyen-Orient, eh bien eux aussi allaient prendre parti. Ils n'allaient pas rester de simples spectateurs obéissants. Ils n'allaient pas rester tranquilles, tu vois, un pays silencieux qui observe tout ça sans rien dire. Ils allaient participer. Et bien sûr, on entend souvent dire que les Iraniens veulent dominer la région eux-mêmes. C'est possible. Peut-être que c'est ce qu'ils cherchent à faire. Mais moi, je vois plutôt ça comme une forme de résistance à l'occupation et comme la conscience qu'ils n'auront pas de véritable souveraineté, qu'ils ne pourront pas dissuader une agression étrangère, à moins de passer à l'offensive et de combattre cette agression ailleurs. Leur soutien à des mouvements comme la résistance palestinienne ou au Hezbollah a évidemment renforcé l'hostilité à leur égard, de la part des Américains,
des Israéliens, des Européens. Mais pour moi, c'est essentiellement comme ça que je comprends la politique étrangère de l'Iran, sa politique d'opposition aux États-Unis et à Israël, telle qu'elle s'est développée au fil des décennies. Tant que cette motivation existe, qu'elle vienne de l'impérialisme, de la domination étrangère, ou du fait que le gouvernement iranien n'a pas été remplacé par un pouvoir plus docile, un pouvoir qui ne résiste pas, qui ne s'oppose pas à l'hégémon, eh bien, il y aura toujours cette résistance. Et comment ça se termine? Comment ça se termine vraiment? Vous savez, les Iraniens ont des opinions très partagées sur leur gouvernement, mais dans l'ensemble, ils sont unis contre l'occupation étrangère, contre la domination étrangère. Et ils comprennent très bien l'histoire derrière tout ça. C'est ce qui les pousse à se rassembler autour du drapeau quand ils sont attaqués. Même si, encore une fois, beaucoup préféreraient sans doute voir leur gouvernement remplacé par autre chose. Mais voilà, on en revient toujours là. Pas au bout d'un canon américain, ni sous un missile israélien. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont là. D'après tout ce que j'ai entendu, tu vois, dans la dernière partie de notre échange, j'aime bien ta façon de voir les choses. Donc, ce n'est pas seulement les vents contraires dont on a parlé, ni la difficulté de l'accord d'Obama, ou la position iranienne, ou encore Netanyahou qui essaye de faire échouer tout ça, ou la question de la résistance dont tu parles. Tout ça, déjà, ce serait compliqué, presque insurmontable. Mais au centre de tout ça, comme je le disais à l'instant, il y a Donald Trump. C'est lui en ce moment qui a le pouvoir de conclure cette affaire, ou au moins de la retirer de la table pour l'instant. Mais ça va être bien plus difficile que ce que les gens imaginent. Je vais d'ailleurs montrer un extrait à la fin du reportage de NBC News où il déraille complètement. Pour situer un peu le contexte, juste avant ça, Kristen Welker commençait vraiment à le faire sortir de ses gonds. Elle lui demandait, en gros, « Vous répétez sans cesse que l'élection de 2020 a été volée, mais il n'y a aucune preuve de ça. » Elle lui a dit, « Quelle est la preuve ?» Et lui, il a juste répondu, « Oh, il y en a plein. » Alors elle a insisté, « D'accord, mais lesquelles ?» Et il n'a rien voulu dire. Et elle n'a pas lâché. Elle a été implacable là-dessus. Et on voyait bien qu'il s'échauffait de plus en plus jusqu'à ce que ça arrive. On dirait un pays du tiers-monde. Vos élections sont truquées, vous êtes truqués, et Meet the Press aussi. Et c'est pareil pour ABC, CBS et CNN. Vous êtes une chaîne biaisée, complètement truquée. Alors on va en rester là, parce que j'en ai assez. Merci ma chère, passez un bon moment. Monsieur le Président, s'il vous plaît. J'ai fait tout le trajet jusqu'au Wisconsin. J'ai voyagé tout, je sais. J'ai fait tout le trajet jusqu'au Wisconsin, sous la pluie, par moment, et je vous ai accordé assez de temps. Vous devriez remettre de l'ordre dans votre presse, parce que vous savez quoi? Un pays ne peut jamais être grand avec une presse malhonnête. Écoutez, on a fait tout le trajet jusqu'au Wisconsin pour cette interview. On ne peut pas avoir de liberté tant qu'on n'a pas une presse qui fait ce que je lui dis de faire. C'est ça, exactement. Exactement. Il ne supportait pas qu'on lui pose une question sur quoi que ce soit. Alors, comment est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que ce type accepte quelque chose qui accorde la moindre chose à l'Iran? Comment on peut y arriver? Oui, enfin, comment on avance en fait? Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont déjà vécu une situation, au travail, à l'école ou ailleurs, où il fallait gérer quelqu'un comme ça. Vous savez, une personne à qui on ne peut rien dire, qui contredise ses idées, sinon elle fait une crise, elle s'effondre. Du coup, on marche sur des œufs. On évite de dire quoi que ce soit qui pourrait la contrarier, surtout si c'est un supérieur. Je crois que la plupart d'entre nous, en arrivant à un certain âge, ont déjà connu ce genre de situation.
Et voilà où on en est. C'est pour ça que tu vois, il y a très peu de gens qui parlent à Donald Trump de ce sujet. Seulement ceux qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Jared Kushner, par exemple, son gendre depuis combien d'années maintenant, il sait comment gérer ce type. Steve Witkoff, lui, le connaît depuis des décennies. Même chose, il sait comment s'y prendre avec lui. Et puis, Pete Hegseth, on l'imagine mal dire quoi que ce soit qui s'écarte, même un peu, du monde fantasmé dans lequel Hegseth vit, un monde où Donald Trump domine tout. Je veux dire, Rubio, lui, je pense qu'il a compris comment gérer tout ça. Et Vance, lui, il essaie encore de comprendre. À ce stade, il doit se rendre compte dans quoi il s'est embarqué. Et maintenant, il est juste désespéré d'obtenir le soutien de Trump pour 2028. Donc il veut surtout rien dire qui risquerait de fâcher le type. Oui, c'est un vrai problème. Comment tu fais pour entrer dans le bureau ovale et dire au président qu'on est en train de perdre cette guerre? Comment tu fais pour aller le voir et lui dire « Monsieur le Président, je sais que vous avez dit l'autre jour que les stocks de missiles iraniens étaient tombés à environ 20% de ce qu'ils étaient avant le début de la guerre. Mais en réalité, ils sont plutôt autour de 75%. Comment voulez-vous aller lui dire ça? C'est impossible. Et donc voilà, les Iraniens ont dit quelque chose là-dessus l'autre jour, qu'il n'y avait aucune chance d'accord, parce que Donald Trump est tout simplement irrationnel. Le texte de l'accord lui a été présenté depuis des semaines, et Donald Trump continue de dire autre chose, de partir sur d'autres sujets. Et je pense qu'on voit la même chose en Israël avec Netanyahou. Alors, on en revient à cette question. Comment parvenir à un accord avec ces hommes au pouvoir, surtout quand l'espace politique dans les deux pays est hostile à un accord, surtout quand la pression politique dans les deux pays ne va pas dans ce sens? Même si aux États-Unis, la plupart des Américains sont contre cette guerre et seraient ravis de voir un accord conclu dès cet après-midi, Washington, elle, ne va pas dans ce sens. Et ce qui est encore plus frappant, c'est qu'en Israël, où Tel Aviv n'est pas favorable à un accord, le pays tout entier ne l'est pas non plus. C'est ça, le contexte auquel Netanyahou est confronté, la pression politique qu'il subit, c'est que tous ses opposants veulent que la guerre au Liban continue. Et c'est bien là le problème. Alors, imaginons que Netanyahou perde et ne redevienne pas Premier ministre après les élections de l'automne et qu'il soit remplacé par Naftali Bennett, Yair Lapid ou peu importe qui prendra la suite. Ces types ont tous promis de terminer ce que Netanyahou a commencé au Liban. Donc même si les Américains disaient « D'accord, on va faire une paix séparée avec les Iraniens », les Israéliens, eux, continueraient à faire ce qu'ils ont prévu de faire au Liban. Et si on prend les Iraniens au sérieux, ça veut dire que l'Iran va reprendre sa guerre contre Israël. Alors, qu'est-ce que les États-Unis vont faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a une chance, politiquement, que les États-Unis restent les bras croisés pendant qu'un conflit oppose l'Iran à Israël? Non, bien sûr que non. C'est pour ça que je dis que je ne vois pas comment on pourrait arriver à une solution, à moins que, comme on le disait tout à l'heure, quelque chose de vraiment spectaculaire ne se produise. Alors, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de spectaculaire. Qu'en diriez-vous? Dernière question. Si les Houthis, qui ont déclaré aujourd'hui qu'ils entraient dans le conflit, disent qu'ils vont bloquer tout transport maritime en mer Rouge lié à Israël, ce qui revient à dire qu'ils vont fermer le détroit de Bab el-Mandeb, cela pourrait retirer 3 à 4 millions de barils de pétrole par jour de la chaîne d'approvisionnement mondiale. On verra si ça se produit vraiment. Mais est-ce que vous voyez une possibilité, si Netanyahou et Trump restent tous les deux incapables ou peu disposés à conclure un accord pour mettre fin à tout ça,
que le blocage du pétrole, ou le manque d'engrais, d'hélium, d'aluminium et de toutes sortes de ressources finissent par provoquer une véritable souffrance économique à l'échelle mondiale. Pas seulement aux États-Unis, mais aussi chez nos partenaires en Asie, en Afrique et en Europe. Est-ce qu'à un moment, on pourrait se retrouver face à un choix, soit relancer une guerre dont on sait qu'on ne peut pas la gagner, soit se retirer dans l'humiliation? Donc, la question que je pose, c'est est-ce possible? Est-ce que vous voyez ça dans le champ des possibles? Qu'on subisse non seulement une défaite stratégique, ce qui à mon avis est déjà acquis, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on sorte de cette situation en vainqueur, mais aussi une défaite militaire. Est-ce que ça, c'est même envisageable? Oui, enfin, je pense qu'on a déjà subi une défaite militaire, Danny. Les évacuations de ces bases, sur lesquelles on avait bâti toute notre doctrine au Moyen-Orient, le fait que nos porte-avions ne puissent plus s'approcher à moins de 1000 km des côtes iraniennes, qu'on soit incapable de pénétrer l'espace aérien iranien sans utiliser des armes à distance. Tout ça montre bien nos limites. Nos chasseurs et nos bombardiers n'allaient pas bien loin à l'intérieur du territoire iranien. Et pourtant, c'est l'armée qu'on a construite pendant des décennies. Tout ça vient de la doctrine Air-Land Battle des années 80. C'est l'aboutissement de la révolution militaire des années 70. Et aujourd'hui, on se retrouve complètement bloqué. En gros, l'idée, c'est que c'est cette armée-là qu'on utiliserait pour mener la guerre inévitable contre la Chine en 2027, 2030, ou peu importe la date dont parlent sans arrêt tous ces experts de think tank. Donc, pour moi, la défaite militaire, elle est déjà là. On a vu la fin de la domination américaine, la fin de la supériorité qu'on avait en matière de surveillance et de frappe de précision. Tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, on est sur un terrain beaucoup plus équilibré. Et le fait que l'Iran, un pays sous blocus depuis 40 ans, ait pu tenir tête aux Américains et aux Israéliens, et qu'au bout de 5 semaines, sur le papier, il semble même s'en être mieux sorti, ajouté à tout le reste dont je viens de parler. Eh bien, je pense qu'il faut reconnaître ça comme une défaite. Vous savez, si les États-Unis étaient lucides et rationnels, ils examineraient en profondeur l'Iran, son armée, ses forces, sa structure, sa doctrine, son organisation. Bien sûr, on ne va pas faire ça. Mais franchement, toute personne sensée regarderait la situation et se dirait « Mon Dieu, on n'a même pas réussi à battre les Houthis après 2 tentatives en mer Rouge. Les Iraniens viennent de nous infliger tout ça. Il faut réagir de manière radicale. Il faut complètement repenser notre armée, repartir de zéro. » Mais non, ils vont continuer à déverser de l'argent dans les mêmes systèmes d'armes, ceux-là même qui ont échoué à atteindre leurs objectifs en mer Rouge et dans le golfe Persique. Alors oui, pour moi, c'est déjà une défaite militaire. Je veux dire, peu importe comment on regarde ça, le fait qu'on ait 14 ou 15 bases détruites et qu'on doive les évacuer, franchement, je veux dire, si on perdait nos avions ravitailleurs, ce serait fini. On n'aurait plus aucune capacité de mener des frappes par nous-mêmes. À part peut-être les B-1, et encore, les B-1 qui viendraient d'Angleterre ou quelque chose comme ça. Vous voyez par exemple Diego Garcia, les F-18. Les porte-avions sont à environ 1000 km. Les F-18 ont une portée d'à peu près 500 km quand ils sont chargés pour le combat. Donc, oui, ils doivent être ravitaillés juste pour atteindre la côte iranienne, puis ravitaillés à nouveau pour revenir. Voilà. Donc imaginez qu'on perde nos avions ravitailleurs. Ce serait terminé. La partie serait finie. Franchement, j'ai du mal à croire qu'on soit vraiment en train d'avoir cette conversation. Et pourtant, ces choses-là sont bel et bien possibles, simplement parce qu'on refuse de faire ce qui est rationnel et logique, ou moral, si je peux ajouter ça.
Voilà la conséquence. On se retrouve maintenant dans une situation terrible et Dieu seul sait comment tout ça va se résoudre. Mais il y a de fortes chances que ce soit d'une manière qui ne nous plaira pas. On peut le dire avec pas mal de certitude. On ne sait juste pas comment, ni quand, ni à quel point. En tout cas, merci d'avoir apporté autant de clarté sur ce sujet aujourd'hui. Juste un petit rappel pour inviter tout le monde à aller sur matthewho.substack.com pour lire davantage et consulter l'article dont on a parlé aujourd'hui, ainsi que beaucoup d'autres contenus intéressants qu'il publie régulièrement. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Matt, on t'apprécie toujours. Merci Danny, j'apprécie aussi et on vous apprécie, vous aussi. On se retrouve tout à l'heure à 2h avec Patrick Henningsen. On va faire une analyse approfondie, plus précisément sur la bataille au Liban avec le Hezbollah. Quelle est l'histoire derrière tout ça? D'où ça vient? Pourquoi c'est si important, à la fois pour Israël, pour l'Iran et pour le peuple libanais? Quelle est la nature de ce conflit? Et comment tout cela pourrait influencer la manière dont cette guerre sera résolue. Nous allons retrouver Patrick Henningsen tout à l'heure à 14h, heure de la côte Est, pour qu'il nous explique tout ça. Et moi, je reviendrai à 15h30 cet après-midi. Je vais aussi vous montrer quelques extraits de notre émission de 2024, avec moi et notre invité de l'époque, Mike Domino, qui est aujourd'hui secrétaire adjoint à la guerre pour les affaires du Moyen-Orient. Vous verrez qu'il avait déjà dit certaines choses à l'époque, et elles étaient plutôt clairvoyantes. On se retrouve donc tout à l'heure dans le Daniel Davis Deep Dive. Merci à vous. Et vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon simple de nous soutenir. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez.